Alors, bonjour, bienvenue dans ce cours de C++. Je reprends. Les containers. Les containers permettent de stocker des éléments. Donc, il y a vector, list, map, unordered map, array. Donc, le vector, c'est celui qu'on a vu précédemment. C'est un espace de stockage pour une séquence d'éléments. Dans le vecteur, il y a le nombre d'éléments, le dernier, et les éléments. C'est quelque chose qui s'empile les uns derrière les autres. Et donc, quand on veut stocker quelque chose, par défaut, on prend un vecteur. Le vecteur, c'est quelque chose qui est c'est l'équivalent de la liste dans les langages managés. Vous ne savez pas comment stocker les éléments, vous prenez une liste. Et ben, en C++, vous prenez un vecteur. Donc je vais vous partager mon visuel C++. Donc je quitte celui-là, je prends celui-là. Je reviens sur l'écran web. Je partage le C++. Vous le voyez mon écran? Faites-moi un ping ou un pong dans le chat. Vous voyez mon visuel C++? Ok, merci Jérémy, merci Rémi. Donc, dans mon en-tête précompilé, je vais mettre include vector. Je vais mettre include list. Je vais mettre include array. Et je vais mettre include map. Et je fais un using namespace std pour ne pas avoir à mettre std tout le temps de tous les côtés. Donc, si je veux utiliser les vecteurs, donc je vais faire une fonction useVector. Et on va se mettre dedans, useVector. Donc pour déclarer un vecteur, je fais vector v. Comme vous pouvez le voir, il y a tilde. Argument list for class template std vector is missing. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que un vecteur c'est un template. Donc ça prend une classe en argument. Ça prend le type d'élément que vous voulez stocker dans le vecteur. Ça peut être un vecteur de int. Ça peut être un vecteur de string. Ça peut être un vecteur de product. Si j'ai une classe product, je vous crée la classe product vite fait, car rien dedans. C'est juste pour vous dire que ça peut exister. Voilà, c'est passé en bleu. Donc, un vecteur, ça s'initialise de deux manières. Soit en C++ moderne, avec le bracket, c'est ce qu'on appelle l'initializer list, soit avec les méthodes du template vector. Donc la plus connue, c'est pushback. Pushback, donc là je suis dans un vecteur de string, donc je dis que c'est string 1. String 1 et je peux dupliquer ça autant de fois que je veux. String 2, string 3. Le vecteur de product, il faut que je déclare un product P1, un product P2 et que je fasse v3.pushback de mon P1 et p3.pushback de mon P2. Voilà comment on remplit un vecteur. Donc ça, c'est très simple. C'est pushback. Comment on itère dans un vecteur? On fait le C++ moderne, on fait un for range. Vous vous souvenez comment ça marche le for range? Tapez-moi dans le ping si vous vous en souvenez. Est-ce que je dois revoir le for range? Est-ce que tout le monde se souvient de quoi il s'agit sur le for range? Oui, non, NS, non. Le for range, c'est une boucle for dans lequel on dit, voilà, pour chaque élément string qu'il y a dans le vecteur de string, je veux que tu me fasses quelque chose. Donc par exemple, pour chaque élément string du vecteur v2, qui est un vecteur de string, c'est le for each du Java, c'est le for each du C#, exactement. For, il n'y a pas each, mais for each élément string str dans, alors le dans c'est le 2 points,
c'est le in V2, et ben dans le corps, j'ai accès à l'élément et je peux en faire ce que je veux. Je lance le truc, je build, ça run, et ça me fait for each, et ça me fait string 1, 2, 3. Voilà, magnifique. Donc, euh, voilà comment on parcourt un vecteur. Je vous le fais. Donc ça, c'est le C++ moderne, avec un for range. Je vous rappelle comment on le fait en C++ 98 à la C++ à papa. C'est for, je déclare un vecteur de string. Je demande un itérateur que j'appelle it, que je positionne au démarrage de mon vecteur. Et je dis tu ne vas pas jusqu'à la fin de mon vecteur. Et tu t'incrémentes en faisant un plus plus it au lieu d'un it plus plus pour éviter la copie. Et ensuite, je dis je récupère la string parce que c'est le contenu de l'itérateur. Et ensuite, je peux faire un cout du cstring. Donc ça, c'est le C++ 98 avec les itérateurs. Vous vous souvenez de ça, de ce qu'on a vu avant-hier ou hier? Vous vous en souvenez? Donc les itérateurs, c'est pénible. Donc il y a une autre manière de l'écrire, c'est avec un C++ pseudo-moderne, avec le auto it égale v2.begin, it différent de v2.end, plus plus it, et là, qu'est-ce qu'il dit? Ah ouais, c'est pas virgule, c'est point virgule, voilà, tout simplement. Et là, je peux faire string str égale étoilité, et je peux faire cout str endline. Donc ça, si je le build et que je le run, ça build, ça run, string 1, 2, 3, string 1, 2, 3, string 1, 2, 3, magnifique. Ok, donc ça, c'est le parcours d'un vecteur, soit en for range, soit en itérator, soit en mixed C++ moderne itérator. Et je vous rappelle le dernier, qui est le for each de algorithme, dans lequel, alors est-ce que algorithme, je l'ai rajouté dans le pch.h? Non, pas encore. Donc l'algorithme, c'est pas dur, c'est for each. Donc for each, ça prend un for, ça prend un last, ça prend une function. Donc je dis v2.begin, v2.end et une fonction. Et vous vous souvenez que la fonction, soit je la mets on each, soit je la mets en quoi? Dites-moi dans le chat, c'est quoi que j'attends à la fin du for each? Qu'est-ce que je peux mettre? Une lambda. Très bien vu. Une fonction anonyme. Très bien, Renaud. Vous avez compris ce que c'est qu'une lambda. Donc, je mets une lambda. Je mets la capture pour savoir si je peux ramener des variables locales dans la lambda. J'en ai pas besoin, donc je mets crochet, crochet. La lambda est une fonction anonyme, donc il n'y a pas de nom de fonction. Donc j'ai pas besoin de mettre un nom de fonction. Je mets directement parenthèse. Donc le for each, il prend un item de la collection. Donc comme c'est un vecteur de string, ça prend une string. Et je mets le body. Je saute à la ligne, je ferme la parenthèse, je mets mon point virgule. Et je mets le corps là-dedans. Et je dis cout str endline. Je build, je run. Je vérifie que ça me met bien le truc. String 1, 2, 3 à la fin en for each. Donc voilà. En C++ moderne, on va préférer ça et le for each avec la lambda. Les itérateurs, utiliser explicitement un itérateur, ça n'a pas trop de sens
Si c'est juste pour le récupérer, le for each fait le job, hein. Le compilateur sur un for range, je veux dire, il génère exactement ce code-là, hein. Donc ça vous évite d'avoir à taper tout ça. Laissez faire le compilateur, il est plus safe que nous, hein. Donc voilà, voilà. Euh, Voilà pour le vecteur. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour utiliser une map. Donc je vais vous faire le use map. Alors la map, c'est l'équivalent du dictionary en C Sharp. En fait, c'est une association clé-valeur. Par exemple, j'associe une map entre un entier et une string. C'est ma map 1. Et la map 1, je peux, je peux l'affecter en faisant map1 point et vous pouvez faire onPlace ou insert. Vous pouvez faire, alors je regarde dans l'intelligence, il y a l'insert qui est pas mal, c'est avec un itérator. Mais sinon, le plus simple, c'est de faire un namedPlace. Donc l'amdPlace, c'est vous ajouter une valeur. Donc, alors attendez, j'ai un trop de mémoire sur la map. Donc, je vais faire un tour sur la doc du visuel sur la map pour que je vous induise pas en erreur. La map, quel est le itérator provide? Alors attendez que je fasse les members. C'est bien en place. Ah oui, j'oublie cette syntaxe. Donc en fait, j'ajoute un entier avec une string. Voilà comment marche l'emplace. J'emplace le premier argument et le deuxième argument. Donc ça, je peux le faire autant de fois que je veux. Et j'ai une autre variante qui est avec l'opérateur crochet. Donc je dis map de 200 égale string 200. C'est-à-dire que le template map, qui est un template qui prend deux arguments en paramètres, redéfinit l'opérateur crochet, l'opérateur index, pour permettre à ce que le map du premier paramètre voit l'affectation d'un deuxième paramètre. C'est l'utilisation et la surcharge de l'opérateur index qui permet ça, l'opérateur crochet. Donc vous avez le choix, soit vous faites une construction avec onPlace, soit vous faites une construction avec l'opérateur qui va bien. Moi je préfère l'opérateur, c'est plus sympa. Et donc, comment on fait pour itérer dans une map? Et bien si je vous la fais à l'ancienne, en C++ 98, quand vous êtes sur une map, vous déclarez un itérator for auto it. C'est en fait un map itérator it, comme d'habitude, qui est égal à map1.begin. Vous allez jusqu'à it qui est différent de map1.end et vous faites plus it. Et en fait, là, la subtilité, c'est que l'itérateur,
vous donne la clé avec it.first et il vous donne la value avec it.second. Et donc là, vous avez le droit de faire cout. Alors là, c'est un point virgule, hein, c'est pas une virgule. Et là, vous avez le droit de faire cout la clé et cout la value. Cout la value. Ok, je reviens sur le web pour vous voir. Est-ce que vous comprenez le bout de code que je viens d'écrire sur le chat? Dites-moi le. Jing, est-ce que vous comprenez le parcours? Rémi, oui. Jing. Jing a plus de problèmes. Non, Jing, c'est bon. Jim, c'est bon. On n'a que droit au fort itérateur avec les maps? Non, non, non. Je vais vous montrer la variante. Mais déjà, j'exécute. Vous trouvez ça très verbeux? Bah oui, mais c'est une map, hein. Je vais vous montrer comment on fait mieux. Donc la map, elle me fait, voilà l'affichage que j'ai eu de cette routine-là. Je vous montre le résultat. 1, string 1, 10, 20, 30, 200, string 200. Donc ça, c'est l'itérateur façon C++ à papa. Le for range, il est beaucoup plus sympa. Il est beaucoup plus sympa. C'est un Kepler. C'est un Kepler. Alors attendez. C'est. Je vais mettre un auto. Je vais mettre un auto élément dans map 1. Et je vais regarder ce que c'est qu'élément. C'est un std pair. C'est marqué là. Std pair const int string machin. Donc Kepler c'est en C#. À force de faire du C#, moi je pète un câble. C'est un std pair de int virgule string. Voilà. Et donc, si je veux afficher l'élément, je fais un élément.first et ensuite je fais un élément.second. Donc, Alexandre, est-ce que tu trouves ça mieux? C'est moins verbeux ça? Ça te plaît mieux ça déjà? Ok. Donc, comme je vous l'ai dit en préambule, le C++ moderne, c'est aussi cool à écrire que du Java et du C Sharp, sauf que vous êtes sur le système d'exploitation, c'est du natif. Ça, c'est ugly, c'est old school avec IT first, IT second. Bon. Ça, c'est une paire. Pour chaque paire int string que j'appelle élément dans la map, tu m'affiches le truc. Je run, je build, je run, et le truc, je vous le fais copier-coller, m'a affiché, il m'a affiché ça. Il m'a bien dumpé tout, donc j'ai tous mes éléments. L'avantage de la map, je suppose que la paire doit correspondre au type de map. Bah oui, c'est une bonne question. Si là je mets string, je le laisse faire un peu, et là il y a tilde. Il me dit no suitable user definite de conversion for std pair const in string to std pair string string exist. Donc lui il l'a détecté. Donc voilà. Voilà, voilà. Très bonne remarque, Gauthier. Donc, voilà comment on utilise une map. Alors, il y a aussi, je peux faire un if là-dedans. Par exemple, if, non, c'est pas là-dedans que je veux faire un if. Dans la map, je veux dire if
Ma map 1 contient quelque chose. Donc en fait, si je dis je veux avoir ce qu'il y a dans map 1, je veux avoir le 210. Si je fais string Toto égale map de 210, ça va planter parce qu'il n'y a pas d'association avec une entrée 210. Donc de temps en temps, il faut faire des recherches pour savoir si les éléments existent ou pas. Donc dans le C++, il y a des fonctions pour savoir tout ça. Il y a des fonctions membres qui s'appellent find. Et find permet de savoir s'il y a un itérator sur une fonction, sur une clé donnée. Euh, Par exemple, je peux savoir, je vais vous le coder, je vais vous le coder en live, vous allez voir, c'est très facile. Je veux, je veux savoir s'il y a quelque chose en 210 avant d'y accéder. Je fais un map1.find. Donc find, il me demande une clé. 210. Et ça prend un itérator. Donc je dis auto it égale map1.find 210. Si l'itérator il n'est pas égal à map1.end, alors je peux dire string s210 égale map1 de 210. Et là, je peux faire cout S210 else cout not found 210k. C'est un peu spartiate, mais bon. Je l'exécute et je vous dump, vous qui ne voyez pas l'écran, le résultat de ce truc-là. Not found 210k. Si là, je rajoute un map, un map de 210 égale string de 210, que je le build et que je le run, il y a string 210. Ça s'affiche, il y a string 210. Donc, on rentre dedans. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir de la map, c'est que vous faites en place ou l'utilisation de l'opérateur crochet. Vous itérez en C++ moderne avec un for range. Vous n'accédez pas à un élément si vous n'êtes pas certain qu'il existe. Si vous voulez faire un check, vous faites un find. Voilà comment fonctionne la map. Et en fait, dernier élément, et je vous le montre sur le Tour of C++. Je reviens sur le web pour partager mon Tour of C++. Vous avez la liste. La liste, c'est une double liste chaînée. Voilà comment ça marche. Une liste d'entry. Entry, c'est une string. Ça peut prendre comme constructeur une string et un numéro. Donc c'est un carnet d'adresses. Liste de entry phonebook égale avec construction initializer list, construction d'objets à la volée. David, Karl et Bertrand Arthur. Et donc, la liste, soit on l'initialise comme ça avec l'initializer list, soit on l'initialise en faisant des inserts à partir d'un itérateur où on fait la méthode pour utiliser list
Bougez pas, je rebondis sur la doc MSDN. La doc MSDN, je vais dans liste. Je vous trouve immédiatement les opérations de liste. C'est pushback. Si je déclare une liste de int, je prends le sample du MSDN, je vous le mets dans le visual, je stop sharing je stoppe le partage du web et je mets mon visuel C++. Voilà. Si je fais un use list, vous allez voir, c'est très simple. La liste, je crois qu'elle se manipule comme le vecteur de mémoire. Voilà. Je déclare une liste de int et je fais pushback. Et donc, euh, par exemple, je dis que j'en ai qu'une, liste C1. Je fais C1 pushback, C2 pushback. 10, 20. Et le parcours d'une liste, c'est pareil, for range. Donc pour chaque int i dans ma liste C1, eh ben, je l'affiche. Je build. Dites-moi sur le chat, vous trouvez que c'est compliqué la liste? C'est la même chose que le vecteur? Donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas bien compliqué. Vous comprenez tous comment marche une liste? Non, c'est pas bien compliqué, on est d'accord, ou c'est facile. Ken, ça veut dire non, non, c'est pas bien compliqué, oui, c'est pas bien compliqué, ou bien non, t'as pas compris. C'est ça, ouais, on est d'accord. Je run le use list, le use list, 1, 2, 10, 20, donc il n'y a pas de souci, ça s'exécute, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les containers. Les containers de la STL, bon, il y en a il y en a d'autres, il y a les hashtags, donc c'est les unordered map, il y a les sets, il y a les unordered set, il y a les arrays pour faire des tableaux. C'est très utile dans l'embarqué lorsqu'on veut faire aucune allocation dynamique, mais qu'on veut allouer un gros tableau. Ça évite de le faire avec les crochets du C. C'est sympa, le template array, c'est très utilisé dans l'embarqué. Donc, euh, donc voilà. Voilà pour les templates. Alors attendez, j'ai juste un petit truc à faire. Bougez pas.